Professeur Didier Raoult, où en est-on de l'épidémie actuelle et de la mortalité du Covid-19? Écoutez, donc l'épidémie actuelle, la deuxième épidémie, je suis content que le ministre soit d'accord avec nous maintenant que c'est une épidémie différente. Effectivement, c'est dû à des variants différents, pour lesquels d'ailleurs on a des réinfections. On en a une quinzaine maintenant de patients qui ont fait une infection au printemps, qui ont fait une infection maintenant, en particulier avec ce qu'on appelle le variant 4, qui est un variant qui est arrivé en août, hein. Ce qui pose des questions d'ailleurs sur l'efficacité potentielle d'un vaccin qui ne tiendrait pas compte de plusieurs variants à la fois, comme on fait pour la grippe, et sur la durée de l'immunité. Donc ça pose des vraies questions, ce qui montre que l'observation est toujours essentielle et qu'on ne peut jamais deviner à l'avance ce que va faire une nouvelle maladie. C'est du fantasme, hein. Donc cette deuxième épidémie a un profil qui est différent, qui est plus étalé dans le temps. Elle fait des vaguelettes qui sont probablement dues au fait, à l'émergence et à l'apparition de nouveaux variants et à leur disparition dans des temps plus courts que la première. Ce que l'on peut voir, ça c'est un site que je conseille à tous ceux qui veulent suivre en France et ailleurs la mortalité, qui s'appelle Euromomo. Et donc ce qu'on voit sur ce site, on voit que pour l'instant, les choses qui ont été vraiment très significatives, c'est effectivement pendant mars-avril, où en France on a eu un pic. Fort heureusement, on n'a pas eu en même temps le pic de la grippe que l'on a vu les années précédentes, ce qui fait que la mortalité va être probablement un peu plus importante que au moins les 3 années précédentes, peut-être pas celle d'avant. Mais pas d'une manière qui soit spectaculaire. Pour autant qu'on voit, il ne faut pas insulter l'avenir, on verra bien ce qui se passe d'ici la fin de l'année. Et nous, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a eu une première partie de cette deuxième épidémie qui était plutôt plus bénigne, et une deuxième partie qui est un peu plus grave que la première partie. On a l'impression, c'est des données préliminaires, là actuellement, sur ce que l'on teste tous les jours, parce qu'on a, je sais pas, entre 1300 et 1500 personnes qui viennent se faire tester ici tous les jours, hein, que le nombre de cas est en train de diminuer depuis quelques jours. J'espère que ça continuera comme ça, mais on ne peut pas le prédire à l'avance. Voilà, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, ici, la mortalité en réanimation est restée la même du début à la fin, c'est-à-dire qu'elle est de 13 à 14% depuis le début. Donc il y a un travail qui est fait dans les réanimations qui est considérable. Mais en revanche, ce qui est différent en chacun de ces 3 épisodes, c'est que la proportion des gens hospitalisés et la proportion des gens en réanimation n'est pas la même selon que les patients ont été suivis précocement et pris en charge précocement, en particulier dans les HU. On a commencé à les traiter, à surveiller leur oxygène et à s'en occuper, que ceux qui sont rentrés directement par les urgences, voire directement en hospitalisation, voire directement en réanimation, dans lequel la mortalité est importante. Il y a des gens qui rentrent tellement tard qu'ils meurent dans les 3 jours qui suivent leur admission. Cela, ça veut dire que leur prise en charge, donc on regarde le premier test qui a été fait, leur prise en charge a été trop tardive, et c'est sûrement une des premières leçons qu'il faut avoir. Il faut faire une prise en charge très précoce. Je pense que les gens vont commencer à y réfléchir d'une manière très importante. Une fois qu'on a ces données-là, on peut regarder maintenant quel est le risque, quelle est la mortalité par tranche d'âge, et c'est un des moyens d'ailleurs de comparer l'efficacité de la prise en charge précoce. Sur cette figure qui est peut-être un peu difficile à lire, mais qui vient de Santé publique France, on voit qu'en fonction des régions, la mortalité par âge, je ne parle pas de l'épidémie, la mortalité par âge n'a pas du tout été la même. Vous voyez que la région sud, qu'ici on appelle PACA, mais Rodon-Muselier n'aime pas qu'on l'appelle encore PACA, ça s'appelle la région sud maintenant, est celle qui est la plus basse, en particulier dans les âges les plus jeunes. Et on voit que dans le Grand Est, la stratégie initiale qui avait été une stratégie de tri, c'est-à-dire de ne pas mettre en réanimation les gens de plus de 70 ans, se traduit par le fait qu'il n'y a pas une surmortalité chez les moins de 70 ans, mais il y a une surmortalité qui atteint pratiquement celle de l'Île-de-France, qui est à partir de 70 ans. Donc on voit ici, vous voyez, l'Île-de-France est en vert, vous voyez qu'il s'est passé une différence de prise en charge initiale, je pense, qui a fait que la mortalité en Île-de-France a été plus importante. Et si on regarde dans les domaines dans lesquels vraiment on peut, sur le monde entier, ça c'était la France, sur le monde entier, regarder quel est l'âge de la mortalité, on a un très très bon exemple parce qu'il y a 3 bateaux dans lesquels il y a eu une épidémie, le Leon Princess où il y avait des gens qui étaient âgés, et puis 2 bateaux militaires, un américain et un français, et on voit qu'il n'y a pas de mortalité jusqu'à 40 ans,
Jusqu'à 60 ans, il y a eu un mort sur l'USS Theodore Roosevelt qui avait 41 ans, 0 sur Charles de Gaulle. Il y a eu 0 mort du tout chez Charles de Gaulle, chez plus de 700 personnes infectées. Donc il y a eu des patients qu'il a fallu prendre en charge, y compris certains qui sont passés en réanimation. Donc il faut s'occuper des gens, il faut faire le diagnostic et s'en occuper. Si ces patients n'avaient pas été pris en charge et qu'on ait attendu qu'ils s'essoufflent, c'est peut-être mort. D'accord. Donc il faut s'occuper des gens tôt pour pas qu'ils meurent. Et vous voyez ensuite, eh bien, vous avez la mortalité. Donc vous avez très très peu de mortalité ici, dans tous les pays, l'Italie, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, la Corée du Sud, la Chine et l'Espagne, vous voyez. Et donc vous voyez, la France est ici. Ceux qui ont le plus de morts au départ, c'est pareil, c'est l'Angleterre. Et donc il s'est passé quelque chose en Europe, en particulier en Angleterre et en France, qui montre qu'il y a eu une plus grande mortalité, en particulier chez les sujets les plus jeunes. Et puis ensuite, vous voyez les 60-79, et puis ensuite les 80 et plus, dans lesquels les différences cessent d'être très significatives entre les différents pays. Voilà, donc c'est l'état de la mortalité. C'est une maladie qui tue les gens âgés, à condition qu'on prenne en charge les gens, sinon il y a des gens plus jeunes qui meurent aussi. Et donc, ils vont faire le diagnostic, il faut les prendre en charge, il faut les soigner, il faut vérifier leur oxygène, il faut les oxygéner s'ils ont une saturation en oxygène qui est basse, il faut mesurer leur saturation en oxygène. Je vous conseille de regarder la vidéo du professeur Lagier à cette occasion. Et il faut les tester parce que certains d'entre eux vont faire des troubles de la coagulation et faire des embolies pulmonaires qui parfois sont mortelles s'ils ne sont pas anticoagulés. Après, que les gens croient ou ne croient pas au traitement spécifique par l'hydroxychloroquine ou l'azithromycine, c'est un autre problème. Il faut s'occuper des malades, il faut en faire un diagnostic et il faut s'en occuper. Donc c'est très important. Et d'ailleurs, effectivement, c'est maintenant une recommandation avec laquelle je suis d'accord, de la Haute Autorité de Santé qui dit, écoutez, il faut, si vous avez une saturation en oxygène qui est inférieure à 95, il faut aller à l'hôpital, se faire hospitaliser. D'accord ? Donc ça veut dire qu'il faut la mesurer. Et donc, il faut qu'on prenne l'habitude maintenant de mesurer la saturation en oxygène chez tous les gens qui sont Covid+, ou qui sont suspects de l'être. Et s'ils ont une saturation en oxygène qui diminue, il faut aller à l'hôpital pour voir s'ils doivent être traités, pris en charge, oxygénés, recevoir des anticoagulants et éventuellement, en fonction des endroits, savoir s'il y aura un traitement plus spécifique. Et c'est comme ça qu'on fera baisser la mortalité des uns et des autres. Professeur Stéphanie Gentil, pouvez-vous nous détailler le profil des patients qui décèdent du coronavirus à Marseille ? Alors donc, nous avons étudié donc, le profil des patients qui sont décédés entre le 1er mars et le 2 novembre 2020 à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille. Et pour ces patients, nous avons regardé la répartition de l'âge et du sexe. Donc déjà, on peut constater que la majorité des patients sont âgés. On a plus de 56% des patients de plus de 80 ans et on a près de 17% de patients qui ont plus de 90 ans. Et ensuite, pour ces patients, on a regardé les comorbidités, c'est-à-dire les autres pathologies qui sont associées à leur hospitalisation. Et ces comorbidités, on les a scorées grâce à un index qui s'appelle l'index de Charlson, qui permet en fait d'attribuer un score en fonction du nombre de pathologies associées. Plus ce score est important, plus la personne a de maladies associées. Et plus le nombre de points est important, plus la probabilité de décéder dans l'année est importante. Donc c'est un score qui a été fait pour les patients hospitalisés et qui donne une probabilité de décès à 1 an. Donc vous voyez que sur ce schéma, 90% des patients décédés à la PHM avaient une probabilité de 85% de décès dans l'année. Donc leur âge moyen était de 82 ans et 60% étaient des hommes. Pour les 29 patients donc, qui avaient une probabilité qui était inférieure, donc on s'est intéressé à leur histoire clinique et on se rend compte en fait que pour un d'entre eux, le décès n'était pas imputable au Covid car le test avait été fait bien antérieurement. Et pour les autres, en fait, hormis 2 patients, ils avaient tous des comorbidités majeures mais qui ne sont pas prises en compte par le score de Charlson, comme des emphysèmes pulmonaires sévères sous O2, comme des démences importantes ou comme d'autres pathologies comme les obésités morbides ou d'autres pathologies. Uniquement 2 patients donc, ne présentaient aucune comorbidité associée, c'était des hommes d'une 60aine d'années qui ont fait des passages longs en réa et pour lesquels on n'a pas retrouvé d'explication de facteurs associés à cette maladie. Très bien, donc en pratique, si on s'occupe des gens suffisamment tôt, la partie des gens qui malheureusement meurent, personne ne souhaite enlever 1 ou 2 ou 3 années de vie supplémentaire,
mais c'est ce que l'on voit dans la plupart des cas dans les épidémies d'infections virales annuelles, c'est-à-dire les gens qui sont à la limite de leur capacité de survie meurent de ça ou d'autre chose. C'était le cas pour la canicule aussi, c'est le cas pour les infections virales saisonnières. Donc, bien entendu, on doit tout faire pour que ces gens survivent, y compris ici, on a mis en place des techniques d'hyperoxygénation pour les gens qui avaient plus de 80 ans et qui étaient réfutés par la réanimation. Il y a à peu près un tiers qui arrive à s'en sortir grâce à ça. Bien sûr, on doit tout faire, c'est notre métier pour que les gens vivent le plus longtemps possible dans de bonnes conditions. Mais bien sûr, si on fait ce qu'il faut, c'est-à-dire une détection, une prise en charge précoce, les gens qui meurent sont effectivement, il y en a peut-être quelques-uns qui ont des anomalies génétiques qui ont été décrites par Jean-Laurent Casanova, qui constituent une faible partie. La plupart des autres, c'est des gens qui avaient un terrain qui, de toute manière, les prédisposait à mourir peu de temps après. Donc, il faut s'occuper des gens pour éviter que des gens qui avaient encore une certaine espérance de vie meurent. Il faut s'en occuper suffisamment tôt. Merci beaucoup.